Merci Thierry. Alors, donc oui, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, mais Thierry m'a présentée, donc chargée de mission pour le Life Nature Adapt au Parc des Volques en Auvergne. Et donc, pour vous remettre effectivement le contexte avec la situation sanitaire, forcément, c'est une petite frustration d'être en visioconférence, mais on avait initialement prévu de faire 6 dates, et donc je tiens ici à remercier et à citer les partenaires avec qui on avait prévu de faire des conférences en présentiel. Donc, on a pu faire la visioconférence en partenariat avec le CPUE Clermont-Dôme vendredi dernier. Et sinon, les autres dates étaient prévues. Ce soir, on aurait dû être à la Tour d'Auvergne, dans la salle des fêtes. Plus tard, on aurait été au Chalet du Sancy et au Mont d'Or, au Muséum Henri Lecoq à Clermont-Ferrand. Et puis enfin, on devait aller dans les cinémas communaux de Murat pour toucher aussi le territoire du Cantal et le cinéma de Besse. Donc, on vous a posé une première petite question pour lancer cette visioconférence. Dans le chat, normalement, vous avez pu accéder à un petit sondage pour voilà, mettre un petit peu d'interactivité malgré le virtuel et voir un petit peu depuis où vous êtes connecté. Donc, je vais essayer de vous partager. Vous êtes plus de 32 à avoir répondu déjà à ce petit sondage. Je peux laisser Amanda peut-être relancer le lien. N'hésitez pas à cliquer. Il suffit d'ouvrir la discussion pour cliquer sur ce lien et je vais vous partager les résultats de suite. Alors voilà, normalement, vous voyez cette petite carte. Donc, vous êtes assez nombreux. Ah, on a quand même des gens du Cantal, des gens peut-être en dehors de l'Auvergne, effectivement, qui ont trouvé la petite carte de France pour se localiser. Là, vous êtes 35, effectivement, à avoir répondu. Donc voilà, on a 4, 5 personnes à peu près du Cantal. Sinon, on est beaucoup sur le Puy-de-Dôme. Et puis, je pense qu'on ne voit même plus, mais sur la carte, on avait situé la réserve de Chastres-Sancy. Mais donc, vous devez être nombreux pas très loin de nous. Nous, on est à la maison de la réserve aujourd'hui. Voilà, bah vous êtes 39, ça se remplit. Hein. Je vois que vous avez tous trouvé un petit peu aussi, ceux qui ne sont pas en Auvergne, la petite carte. Voilà. Alors, merci pour cette petite participation. Et puis, je vais vous repartager mon écran. Alors, je sais qu'il faut... Hop là. La technique. Ça arrive. Voilà. Donc, comme l'a dit Thierry, on va faire un premier temps qui sera le temps de la présentation. Donc, on va revenir sur la réalité, sur le changement global rapidement. Je vais vous proposer quelques petits rappels ou des notions peut-être que vous n'avez pas en tête. Et puis après, on passera sur les évolutions climatiques. On reviendra très précisément dans le Sancy. Ensuite, on abordera les impacts observés et ou pressentis. Vous verrez que ce n'est pas si évident de mettre en évidence des impacts sur le changement climatique, même au sein des réserves. Et puis par la suite, on abordera les pistes d'adaptation pour la réserve. Et donc enfin, on aura ce temps assez long d'échange de vive voix. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pourrez à ce moment-là activer votre micro et votre caméra. Et sinon, au fil de la présentation, vous pouvez déjà accéder au chat à la discussion pour poser vos questions écrites. N'hésitez pas à les poser au fil de la présentation. Donc tout d'abord, la réalité sur le changement global, sur le changement climatique. Vous êtes tous familiers avec le fait qu'autour de la Terre, on a finalement différents temps. Et par temps, j'entends des températures différentes, de la pluviométrie différente, un ensoleillement qui peut être aussi différent et différentes formes, différents vents plus ou moins intenses. Et finalement, en fait, ces différents temps sont liés à des caractéristiques de l'atmosphère qui peuvent varier à ces différents points du globe. Mais pas que l'atmosphère, en fait. Ça dépend aussi de l'hydrosphère, qui est tout ce qui compose les cours d'eau, les océans, les lacs, toute l'eau liquide, mais aussi la cryosphère. Là, on parle de tout ce qui est neige, glace, ou encore aussi la lithosphère. Là, c'est le relief, les volcans, la topographie qui vont influencer aussi le climat, le temps qu'on peut avoir à différents endroits. Et enfin, la biosphère, donc tous les organismes vivants. Et finalement, ces différentes caractéristiques, ces différentes composantes, ces 5 composantes, constituent le système climatique. Donc, ce système climatique, il a une seule source d'énergie principale à l'extérieur, c'est le soleil. Et donc, il y a ce rayonnement, cette énergie qui rentre dans ce système climatique et qui fait qu'on a ces différentes interactions qui donnent différents temps sur le globe.
une partie du rayonnement, une partie de l'énergie du soleil va être renvoyée dans l'espace. Et il se trouve, vous avez tous déjà entendu parler des gaz à effet de serre, il se trouve qu'il y a une couche dans l'atmosphère qui est composée notamment de ces gaz à effet de serre et qui va les retenir, les rediriger en partie vers ce système climatique, vers la Terre. Cet effet de serre est très important pour la vie sur Terre, puisqu'en fait, si on n'avait absolument pas d'effet de serre, on aurait un globe qui serait plutôt à une température de moins 18 degrés. Donc ça a été quelque chose de très important pour l'apparition de la vie aussi, notamment d'avoir cet effet de serre. Et donc, vous avez vu, il y a une partie aussi qui quand même s'échappe vers l'espace à nouveau. Et donc, pour caractériser un petit peu ces différents temps sur le globe, finalement, a émergé deux sciences. On a la météorologie et la climatologie. Et donc, je vais vous présenter un petit peu les différences entre ces deux sciences. La météo, vous êtes plutôt familier avec cette notion-là, c'est le temps en un lieu donné, à un instant donné. Donc là, je vous ai mis une carte, par exemple, où on peut dire actuellement, nous, à Chastres-Sancy, à 18h24, il fait plutôt gris et on a beaucoup de vent. Et on peut vous donner, voilà, comme ça, les différentes caractéristiques, une dizaine de degrés. Ça, c'est vraiment la météo, c'est en un instant donné, à un lieu donné. Alors que le climat, en fait, c'est un temps moyen dans un lieu. L'Organisation mondiale de la météorologie donne un minimum de 30 ans pour caractériser un climat. Et vous savez, d'une année sur l'autre, on a une météo qui va être changeante. Donc, c'est pour ça qu'il faut ces 30 années pour englober la variabilité interannuelle de la météo. Donc là, je vous ai présenté, par exemple, une carte des différents climats de France, où vous pouvez retrouver Clermont-Ferrand, qui est vraiment à la limite entre un climat de montagne, ou sous influence de montagne, et un climat océanique. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, cette machine climatique, elle a fait que depuis la création de la Terre, le climat a toujours fluctué. On a en effet connu, là vous avez un graphe qui va vous représenter la température sur le globe, avec le zéro qui est en fait la température moyenne entre les années 1960 et 1990, et vous voyez qu'il y a eu des périodes plus chaudes, et il y a aussi eu des périodes plus froides qu'actuellement. Ça, c'est une réalité. Effectivement, le climat a toujours fluctué. Après, si on se rapproche un petit peu de nous, on a la période du Quaternaire, entre 2,6 milliards d'années jusqu'à nos jours. Et cette période-là, en fait, elle est caractérisée. Alors, il y a des changements d'échelle dans cette figure, mais si vous voyez, ça serait vraiment des cycles qu'on a fréquemment. Et en fait, ça alterne des périodes de glaciation, qui sont des périodes froides, et des périodes plus chaudes, qui sont les interglaciaires, comme on se trouve actuellement. Et ces périodes alternaient à peu près tous les 100 000 ans. Nous, on se trouvait actuellement sur une interglaciaire, donc avec un climat qui avait tendance à se réchauffer. Ce qui se distingue actuellement, c'est que le changement se fait d'autant plus rapidement et d'autant plus important. Il est très important, avec une intensité assez forte. Et puis aussi, il y a son origine qui va varier, qui change par rapport à d'autres changements climatiques qu'on a pu avoir par le passé sur la Terre, et je vous en reparlerai. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que on a des conditions actuellement qui changent, avec une vitesse et une intensité importante, et c'est des conditions que finalement notre espèce, nos civilisations, notre espèce de singe qui est arrivée il y a 300 milliers d'années, n'a jamais connu. Vous voyez là, les projections vont monter et sortir de ce cadre-là, n'ont jamais connu ces températures-là. Donc maintenant, pour aborder l'histoire de l'origine, je vais vous présenter une étude scientifique qui a repris, donc là vous avez un graphique avec des variations de température depuis les années 1880 jusqu'à à peu près 2010, et vous avez les observations avec les outils de mesure précis, la variation de la température sur cette période-là, sur le globe. Et cette étude a voulu essayer de distinguer les différentes causes qui pourraient expliquer cette variation de température. Si on prend les différents paramètres, les facteurs naturels, comme le volcanisme, l'activité solaire ou des variations dans l'orbite de la Terre, ces paramètres-là sont des paramètres qui peuvent expliquer des variations de température. Donc, ils ont essayé de prendre en compte ces phénomènes-là. Et si on les prend chacun en compte, vous voyez, c'est la courbe rouge pour le volcanisme, jaune pour l'activité solaire ou bleu pour l'orbite. On a des choses qui ne sont pas tout à fait raccord avec les observations. Si on agglomère ces trois facteurs naturels, voilà ce qu'on a. Et ça n'explique pas vraiment la variation des températures. Après, ils ont fait le même travail avec les facteurs anthropiques.
Et il se trouve que si on regarde les gaz à effet de serre, l'ozone, l'usage des sols ou les émissions aussi d'aérosols, on a ces courbes-là. Donc, vous constatez que l'usage des sols ou les aérosols vont avoir tendance dans les dernières années plutôt à refroidir le climat, alors que l'ozone et les gaz à effet de serre, vous voyez, ont vraiment cette tendance à aller vers le haut et donc à augmenter la température de la planète. Et on se rend compte que c'est vraiment cette courbe des gaz à effet de serre, donc le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote, ces différents gaz qui ont ce pouvoir réchauffant de l'atmosphère qui explique le mieux finalement les observations. Si on regroupe voilà, les facteurs humains, on se retrouve sur quelque chose de très proche par rapport aux observations. Et là, je vous remets les facteurs naturels. Si on essaye de mettre les deux ensemble, vous vous rendez compte que sur les dernières années où les mesures étaient le plus précises aussi en termes de variation de température, on explique assez bien ces variations de température du globe. Et donc, il y a un vrai consensus scientifique sur la responsabilité de notre espèce par rapport à ce changement climatique. C'est indéniable. Voilà pour des choses un peu plus globales. On va revenir sur le Sancy plus précisément. Donc là, c'est un graphe qui va vous présenter les évolutions des températures au Mont d'Or. Je vous ai dit qu'il fallait des longues périodes pour mesurer le climat, 30 ans minimum. Et donc, pour mettre en évidence un changement climatique, le mieux, c'est d'avoir au moins 2 périodes de 30 ans. Au Mont d'Or, on a la chance d'avoir une station météo qui est en place depuis 1950 et qui est assez fiable, qui est jugée fiable par Météo France pour voilà, tenir compte de cette chronique avec ces 60 voire 70 années maintenant d'enregistrement des températures. Donc, il y avait eu l'étude dont Thierry a parlé en introduction en 2015, qui avait été menée par Frédéric Serre à la demande du Parc des Volcans, avait pu mettre en évidence déjà des variations de température entre deux périodes de 30 ans. C'était entre 1950 et 1980 et 1980 et 2010. Vous voyez que sur la première période, on arrivait à 6,9 degrés et sur la deuxième, 7,8 degrés. Donc là, on constatait pour la première fois sur le massif qu'effectivement, on avait plus 0,9 degrés entre ces deux périodes de 30 ans, et c'était quelque chose qui est similaire à ce qu'on observe à l'échelle de l'Auvergne. Plus récemment, on a pu, donc, avec le projet NatureAdapt, actualiser un petit peu cette étude-là, notamment avec la tranche d'année 2010-2020. Et là, vous voyez que si on calcule les températures entre 1960 et 1990, puis entre 1990 et 2020, on constate encore une augmentation de notre température et qui est d'autant plus forte. Donc là, on n'en est plus à plus 0,9 degrés, on est à plus 1,2 degrés. Donc on a mis en évidence ici sur le Sancy une accélération du réchauffement climatique qui est cohérente avec ce qu'on constate aussi à l'échelle mondiale. Alors vous allez me dire, et pour demain, comment ça s'annonce? Alors on a la chance quand même, avec, je vous ai parlé du système climatique, de pouvoir essayer de modéliser ça et voir un petit peu ce qui peut nous attendre. Les modélisations du système climatique, elles vont prendre en compte la variabilité du climat, donc ce côté, chaque année, on n'a pas tout à fait la même température, mais aussi c'est en l'état des connaissances actuelles, donc ça amène forcément des incertitudes. On sait que sur certaines composantes du système climatique, on a peut-être moins de données. Et ça dépend aussi fortement des choix de société. Donc, vous avez pu entendre parler de la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, il y a des scénarios qui sont faits par les communautés scientifiques pour pouvoir dresser des projections du climat. Et donc là, je vais vous présenter un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Donc en rouge, vous avez le scénario pessimiste. Donc c'est plutôt en continuant et qui n'est absolument pas de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau de la planète. Et puis en jaune, vous avez un scénario plutôt optimiste, là, qui vise potentiellement à une neutralité carbone en termes d'émissions d'ici 2050 au moins. Et donc vous voyez que entre ces deux scénarios, on n'a pas tout à fait la même augmentation des températures. Là, je vous ai dressé pour 2050 le constat. On serait à une augmentation qui continuerait à un rythme potentiellement moins élevé d'ici 2050. On aurait plus 0,6 dans le cas optimiste. Et dans le cas pessimiste, on continuerait à avoir une accélération. Donc, on serait plus à 1,2, mais à plus 1,6 degrés. Et si on continue d'ici 2100, vous voyez que les deux scénarios ont tendance aussi à se différencier. On aurait toujours l'augmentation de température, hein, même avec le scénario optimiste, mais qui serait de 1,4 degré d'ici 2100. Et avec le scénario pessimiste, on se retrouverait à plus 4,3 degrés.
Alors ça peut paraître rien, mais pour ceux qui connaissent, entre Clermont-Ferrand et le Mont d'Or, la différence de température, elle est seulement de 3,8 degrés pardon, annuellement. Donc on n'a pas du tout le même climat et pourtant voilà, les températures sont à 3,8 degrés près. Alors je ne dis pas qu'au Mont d'Or, on va se retrouver avec le climat de Clermont-Ferrand, il y a d'autres facteurs qui jouent, mais on aurait des températures qui s'approcheraient. Le climat, lui, va dépendre forcément aussi du relief. Vous savez que le massif peut être bien arrosé par les précipitations qui viennent de l'ouest, à l'inverse de Clermont-Ferrand. Là, je vous ai dressé un peu le tableau pour les températures. Donc, on aurait vraiment cette augmentation des températures. Et puis là, je voulais vous présenter un petit peu les autres variables, ce qu'il en est. Pour les précipitations, c'est beaucoup moins marqué. La France se partage un petit peu avec le nord, où on aurait potentiellement une augmentation des précipitations, et le sud, une diminution des précipitations. Et le niveau du Sancy, qui est un petit peu entre les deux, on aurait plutôt une évolution, enfin une stabilité de ces précipitations. Il y a seulement dans le scénario, en tout cas dans ce qu'on a pu mettre en évidence nous, il y a seulement dans le scénario le plus pessimiste, et d'ici 2100, on pourrait avoir une légère baisse. Alors après, c'est vrai que les précipitations ne sont pas toujours réparties de la même façon dans l'année. On constate avec les sécheresses estivales, mais c'est quelque chose qui arrive de temps en temps certaines années et qui n'est pas encore assez marqué pour être mis en évidence statistiquement. Pour d'autres variables, en fait, cette augmentation de température, mais avec une précipitation à même niveau, on se retrouve forcément avec des conséquences importantes, notamment sur l'enneigement, notamment sur les besoins en eau et notamment sur l'assèchement des sols. En fait, donc, avec cette température plus importante, on va avoir forcément moins de précipitations sous forme de neige. Et donc, on constate au Mont d'Or, entre les dernières périodes, deux périodes de 30 ans, on a finalement eu 11 jours de réduction d'enneigement. Donc, vous voyez, on passe de 78 jours à 67 jours en 30 ans pour l'enneigement sur le Mont d'Or. Et c'est quelque chose qui est prévu de plutôt perdurer et voire augmenter d'ici 2050, d'après les études qu'on peut avoir dans les Alpes notamment. Sur les besoins en eau des plantes, en fait, les plantes à même température, avec une température supérieure, mais avec un même niveau d'apport d'eau, forcément, elles vont plus transpirer et c'est là où elles vont nécessiter plus d'eau. Donc, on va avoir finalement cette augmentation. Par le passé, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer, mais on prévoit pour le futur potentiellement plus 12% pour ces besoins en eau des plantes. Et en conséquence aussi, un assèchement des sols. Par le passé, on était plutôt à 1 mois et demi, 2 mois, plutôt 2 mois pour la période actuelle et 1 mois et demi pour des périodes passées. Et dans le futur, ça serait plutôt de l'ordre de 2 à 4 mois en 2050. Enfin, il y a des variables où on n'a pas forcément assez de recul, notamment le vent. Chastres-Sancy, la station est notamment assez récente et il y a ces données qui sont mesurées, mais on n'a pas encore assez de recul pour dresser un petit peu cet état des lieux du changement climatique. Et à l'échelle de l'Auvergne, pour l'instant, ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'augmentation d'intensité du vent, ni des tempêtes. Après, les tempêtes sont des événements relativement rares et des fois, c'est peut-être pas évident à mettre en évidence tout de suite sans avoir assez de recul ce changement-là. Et donc après, pour la lutte contre le changement climatique, on a deux notions qui sont importantes, l'atténuation et l'adaptation. Vous avez peut-être déjà entendu parler. On parlait tout à l'heure des gaz à effet de serre, donc il y a l'idée de réduire les gaz à effet de serre pour réduire l'effet du changement climatique, réduire cette augmentation des températures. C'est tout à fait les deux scénarios, par exemple, que je vous ai présentés. Donc ça, c'est le volet de l'atténuation, qui est très important pour ne pas se retrouver dans un futur avec des températures qui auront beaucoup, beaucoup augmenté. Mais on se rend compte que les impacts sont déjà là. Donc, il y a aussi la nécessité de s'adapter. Et donc, nous, le travail sur le Life Nature Adapt et sur la réserve de Chastres-Sancy, c'était dans cette optique-là d'adaptation en prenant en compte le constat que le climat avait déjà changé. Alors, donc là, justement, je vais vous présenter un petit peu les impacts qu'on a pu relever et qui sont soit de l'observation ponctuelle et également du dire d'acteurs qu'on a pu recueillir et donc que j'ai appelé plutôt du pressenti. Je voulais revenir sur une notion qu'on utilise beaucoup, nous, à la réserve, c'est la notion d'île biogéographique. Là, je vous ai présenté une carte qui présente les différentes altitudes, en fait, qui présentent 2 étages de végétation, comme peuvent le nommer les botanistes.
Et donc, vous avez l'étage montagnard qui est en vert sur la carte, qui est situé entre 500 et 1400 mètres d'altitude, et l'étage subalpin qui est en marron-rouge, qui est au-dessus de 1400 mètres d'altitude. Et donc là, vous vous rendez bien compte que les monts du Cantal émergent, le mont d'Or, et on a aussi un petit point pour le Puy-de-Dôme. Ces endroits à plus de 1400 mètres d'altitude sont rares en fait dans le Massif central. Et donc le Sancy et la réserve de Chastres-et-Sancy et également la réserve de Chaux-de-Four sont un des rares espaces d'altitude où il y a cette altitude supérieure à 1400 mètres. Et forcément, ces altitudes-là engendrent des conditions de vie spécifiques. Donc on retrouve des faunes, des flores qui sont liées à ces conditions, à un climat plutôt rude, frais et arrosé, très particulier. Donc quand je vous présente cette évolution des températures, pour essayer de le replacer par rapport à l'étagement altitudinal, puisque c'est quelque chose qu'on peut mettre en évidence en prenant l'hypothèse que tous les 100 mètres, on perd 0,6 degrés. L'augmentation des températures que je vous ai proposée entre 1951 et 1980, c'est comme si on essayait de retrouver des températures présentes ces années-là à une certaine altitude. On les retrouverait 150 mètres plus haut sur la période 1981-2010. Et pour la période plus récente, les mesures qui ont été faites entre 1991 et 2019, c'est comme si la température qu'on retrouvait là, je vous ai mis le mont Redon à 1580 mètres d'altitude, on les retrouverait plutôt à 1800 mètres, le Pas de l'Âne, pour ceux qui connaissent le massif du Sancy, la plupart d'entre vous. Voilà, c'est comme si la végétation aurait besoin, ou les animaux auraient besoin de remonter en altitude de 220 mètres pour retrouver en moyenne les mêmes conditions de vie, les mêmes conditions de température, surtout ici. Donc, on s'attend forcément à des conséquences importantes puisque je vous ai parlé de cette île biogéographique de conditions froides. Et avec cette augmentation des températures, on a forcément une altitude limitée. Hein, le pic de Sancy, c'est 1185 mètres. On peut s'attendre à une disparition, au moins une régression de plantes et d'animaux endémiques de ce massif-là. On ne retrouve que à cet endroit-là, et notamment la Jasone crépue d'Auvergne ou la plomb arverne. Et on s'attend aussi à ce que l'étage du montagnard, celui que je vous ai cité, entre 500 et 1400 mètres d'altitude, cet étage-là remonte. Notamment les ligneux, notamment le hêtre, qu'on peut s'attendre à voir remonter. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que le changement climatique, c'est finalement un changement rapide des conditions de vie sur notre massif. Pour vous dresser un petit peu le bilan des impacts sur les milieux naturels, donc je vous ai parlé de cette idée de montée des températures, de montée en altitude, donc la progression du montagnard, la régression, disparition du subalpin. Il y a deux autres grandes lignes, grands axes un petit peu de ces conséquences du changement climatique. Il y a les conséquences bien sûr sur l'eau. Je vous ai parlé de problèmes problèmes de ressources en eau, de besoins qui augmentaient pour les végétaux et d'assèchement des sols. Et donc, la ressource en eau, globalement, va se raréfier et sous toutes ses formes. Donc, on a effectivement la régression de l'enneigement et donc qui pourrait avoir entraîné la régression de milieux liés à la neige. Nous, on suit notamment à la réserve les combes à neige. C'est des milieux très particuliers qui ont l'habitude voilà, de connaître un enneigement sur une grande partie de l'année et d'avoir une saison de végétation très courte. Donc, on s'attend à ce qu'ils se réduisent. On peut avoir aussi une poursuite de la régression des tourbières. Les tourbières, il faut savoir qu'elles sont déjà dans une dynamique de régression. C'est la trajectoire classique de cet écosystème-là. Mais le changement climatique, par l'assèchement, par le comblement, peut-être l'arrivée de ligneux, va très certainement accentuer cette dynamique-là. Et puis, des modifications sur les cours d'eau. Pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai eu peur de vous perdre, je crois que je n'avais plus de batterie. C'est reparti. Donc le troisième axe, c'est l'augmentation possible de l'érosion et des événements extrêmes. Et on pourrait se diriger sur certaines parties, donc je vous parle aussi de la remontée des ligneux, peut-être à des endroits, une remontée des ligneux qui peut stabiliser le sol, mais à d'autres endroits, là où les ligneux peut-être ne vont pas remonter, avoir un paysage de plus en plus aride, avec un caractère de plus en plus minéral, par l'arrivée de ces événements extrêmes qui peuvent décaper les sols particuliers qu'on a sur le Sancy. Après, sur les espèces, pour préciser un petit peu les impacts, dans les grandes lignes, je vous ai déjà parlé des espèces subalpines, des espèces des tourbières qui vont être potentiellement impactées.
Je vous ai mis des petits smileys, c'est un peu caricatural, mais voilà, ça donne déjà un petit peu des idées. On peut s'attendre aussi à une diminution sur l'épicéa. On se rend compte qu'effectivement, les sécheresses répétées sur l'épicéa l'affaiblissent beaucoup et potentiellement l'affaiblissent par rapport à des attaques après derrière de parasites. Vous avez dû entendre parler du scolite qui ravage pas mal de forêts en épicéa. Et on a également un affaiblissement par rapport à des stress mécaniques. Donc, par exemple, les grandes chutes de neige, les chutes de neige importantes peuvent, voilà, à la suite de sécheresse, entraîner des dégâts importants dans les peuplements d'épicéa et aussi des autres peuplements locaux. On parle du sapin et du hêtre. L'ONF peut faire des modélisations sur ces essences-là et ils ont montré que potentiellement on serait encore dans des zones tolérantes de conditions de vie propices à ces espèces-là. Mais on peut se demander forcément si les peuplements locaux qu'on a, qui ont toujours été habitués à ces conditions particulières, seront, eux, quand même adaptables. Est-ce qu'ils vont résister quand même à ces changements de conditions? On peut voir aussi sur le massif potentiellement avoir des changements d'espèces qui, c'est pas qu'elles disparaissent, c'est qu'elles vont sur d'autres sites qui seront peut-être, qui répondront mieux à leurs caractéristiques, à leurs conditions de vie. Donc ça, c'est notamment pour les animaux qui sont plus mobiles, hein, les oiseaux. Il y a des espèces d'oiseaux sur la réserve, des oiseaux nicheurs qu'on ne retrouve plus, moins. Ça peut être lié aussi à cette évolution du climat. Et les espèces rares actuelles, en général, finalement, vont être menacées. On a beaucoup d'incertitudes sur est-ce qu'elles vont l'être effectivement, hein, parce que c'est difficile à dire, mais elles pourront être menacées par ces changements de conditions de vie, puisque de base, en étant rares, c'est parce qu'elles sont liées à des caractéristiques, des conditions de vie très particulières. Après, voilà, un des messages aussi, c'est que la nature n'aime pas le vide. Donc, je parle beaucoup d'espèces là pour l'instant qui vont peut-être régresser, mais on a des espèces qui vont progresser forcément. Je vous ai déjà parlé un peu de cette idée de l'espace montagnard et de forêts qui remonteraient en altitude, mais des espèces tout simplement qui aiment la chaleur, dont les conditions étaient trop fraîches avant pour arriver sur le massif, qui peuvent progresser. On a des observations ponctuelles sur la réserve, notamment peut-être des espèces comme des espèces d'insectes, des libellules, la grillon de mercure ou des pompils, c'est des guêpes qui mangent des araignées. Et il y a des observations ponctuelles, ça ne veut pas encore dire que les espèces font tout leur cycle de vie à ces endroits-là, mais voilà, elles pourront peut-être progresser et arriver sur la réserve. Et quelque chose que j'ai mis là en termes de favorisés par le changement climatique, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous, c'est les espèces exotiques envahissantes qui savent profiter en fait des opportunités et qui pourraient être bénéficiaires avec le changement climatique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est effectivement qu'on peut avoir des gagnants et des perdants avec le changement climatique. C'est vraiment un changement des conditions de vie et donc potentiellement un changement de la faune et de la flore qu'on a sur le massif. Et on a beaucoup d'incertitudes par rapport à la vitesse de ces changements et leur intensité. Est-ce que finalement on va avoir plus de perdants que de gagnants? C'est pas dit. On a effectivement plus d'espèces qui sont présentes dans les étages montagnards, alors que dans le subalpin, elles sont en plus petit nombre. Et donc peut-être que la réserve va héberger davantage encore d'espèces du fait de ces changements-là. Donc, ce n'est pas évident de dire quelle évolution de richesse on aura sur ces milieux-là. Et c'est surtout lié à la vitesse, savoir si les espèces, effectivement, vont pouvoir réussir à coloniser ces milieux ou pas. Et sur la résistance aussi des espèces subalpines, elles peuvent nous surprendre également. Alors, autre chose après le patrimoine naturel qui est très structurant sur notre massif, c'est les activités humaines. Là, je vous ai mis une carte qui n'est pas celle du massif, mais qui est celle de la réserve de Chastres-et-Sancy. Vous retrouvez des zones, donc, vous avez la réserve dans son ensemble ici, et vous retrouvez un grand nombre d'activités qui se déroulent sur la réserve. Il y a peu d'endroits où on n'a pas une activité humaine qui interagit. Et vous retrouvez surtout sur le bas de la réserve des activités en jaune, en jaune et en vert clair, des activités de pastoralisme, que ça soit plutôt bovin sur ces zones-là. Et puis en violet, des activités, là c'est du pastoralisme ovin plutôt. Et puis en vert, vous avez des activités de sylviculture. Et après, vous retrouvez avec les petits figurés des activités plutôt de loisirs ou de tourisme. Vous avez les 3 stations de ski, le Mont d'Or, Chastres-et-Sancy et Superbès qui sont représentées. Et avec la ligne de crête, vous avez les 2 téléphériques qui les relient. Donc, c'est des zones où on a une forte fréquentation. Donc, c'est un territoire voilà, qui est très pratiqué, le Sancy, avec ces différentes pratiques humaines, ces différentes activités. Et ces activités aussi vont être impactées par le changement climatique.
Donc nous, ça a été important aussi de faire cette étude en rassemblant aussi des informations sur ces pratiques-là, et puisqu'elles vont en retour, peut-être par leurs adaptations aussi, impacter à nouveau le patrimoine naturel. Donc on est allé recueillir un peu les paroles de certains agriculteurs de la réserve. Là, je vous ai mis un petit peu des témoignages. Notamment, ils nous ont parlé que les sécheresses étaient vraiment quelque chose qui avait le plus d'impact pour eux. Et c'est vrai qu'en plus, on est allé les interroger. Il y avait la succession de la sécheresse de 2018 et de 2019 qui était très présente dans les esprits. Et donc voilà, pour vous parler, il y a ce premier impact qui est vraiment, notamment ce qu'on retrouve dans les sécheresses, la diminution de la ressource en herbe et de la ressource en eau. On a aussi un impact avec les vagues de chaleur sur la santé du bétail et puis l'assèchement des sols dont je vous ai déjà un peu parlé. On a des impacts qui peuvent être un peu positifs. C'est notamment une pousse plus précoce de l'herbe. Ça peut arriver effectivement un peu plus bas parce que les agriculteurs de la réserve, ce n'est pas forcément le cas, mais sur d'autres espaces, on peut avoir effectivement une pousse plus précoce et un stock qui peut se faire au printemps. Et puis, on a une qualité de l'herbe qui est parfois, on a un agriculteur de la réserve, ça, qui nous en avait parlé, en 2019, début 2019, au printemps, la qualité de l'herbe était vraiment top et ça avait même conduit à une augmentation de sa production de lait, même si après, il avait déploré la sécheresse estivale qui avait impacté. Et il y a, comme pour les milieux naturels, on a aussi pas mal d'incertitudes sur les modifications de la flore aussi. Comment vont répondre les espèces à des sécheresses récurrentes? C'est des questions importantes. Et puis l'élevage sur le massif est lié aussi à des choix à l'échelle française et à l'échelle européenne, notamment en termes de subventions. Et voilà, c'est des choses qui sont un peu extérieures au changement climatique, mais qui pourront avoir un impact aussi sur ça. Et les choix sociétaux, on parle notamment de la consommation de la viande ou d'avoir une réduction de consommation de la viande ou se tourner vers une consommation plus locale. Les choix sociétaux vont aussi impacter l'avenir de l'élevage à l'herbe sur le massif. Et c'est des choix sociétaux, là pour le coup, qui sont des effets indirects, voire quasi directs du changement climatique, quand on parle de la consommation de viande notamment. Pour noter quelques pistes d'adaptation que les agriculteurs nous ont mentionnées, il y a des adaptations qui sont vraiment ponctuelles et qui sont vraiment en réponse qui sont en réponse à des aléas climatiques. Et on a notamment, avec la diminution par exemple de la ressource en herbe, une réduction potentielle du cheptel. Tout le monde ne peut pas le faire parce que ça dépend aussi de la flexibilité par rapport aux investissements, par rapport à la structure de l'agriculteur. Une optimisation de l'herbe, alors ça peut être une intensification, ça peut être d'amener du pâturage tournant, ça peut être ce genre de choses-là. Beaucoup se dirigent vers une augmentation potentielle des surfaces, donc ils sont à la recherche de plus grandes surfaces. Au sein de la réserve, ce n'est pas quelque chose qui est permis, mais le sursemis, c'est quelque chose qui peut intéresser des agriculteurs, et notamment, quand je vous disais, on ne sait pas tout à fait comment peuvent répondre les communautés végétales, ça peut être nécessaire à un moment de ramener certaines espèces présentes dans la prairie. Et des choses qu'on a pu observer, nous, sur la réserve, c'est notamment l'affouragement ou amener les tonnes à eau. Ça, c'était vraiment une réponse directe à une sécheresse. Il n'y avait plus d'herbe, donc on ramène des compléments, ou plus d'eau, et donc il faut ramener une tonne à eau directement sur les parcelles. Et il y a des adaptations qui sont un peu plus structurelles, un peu plus dans l'anticipation de futurs impacts, comme la diversification, comme se tourner vers une meilleure valorisation des produits, le circuit court. Voilà pour l'élevage. Maintenant, je vais aborder les loisirs et tourisme. Donc, on a interrogé aussi, là, c'était par des questionnaires Internet, une partie des acteurs du massif, que ce soit station, que ce soit accompagnateur moyenne montagne, que ce soit office du tourisme. Donc, on a eu des retours, notamment sur la question de la neige, qui fait partie des programmes notamment scolaires, et ça peut être gênant pour les professeurs de ne pas avoir accès à cette thématique sur le massif. Ils vont peut-être se tourner vers les Alpes, d'autres destinations, ou sinon, sur le massif, ça les concentre vraiment sur des zones particulières. Donc, on a ces difficultés vraiment par rapport à la neige. Je vous ai dit, l'enneigement, c'est moins 11 jours dans une saison, c'est 14% en fait en moins dans une saison, donc c'est assez important. Et puis, l'été aussi, on a le pendant d'avoir des difficultés lors des vagues de chaleur. Alors globalement, sur l'été, sur le massif, les acteurs sont conscients qu'il va y avoir des effets assez positifs aussi
pour les activités de plein air en général, avec moins de neige, donc finalement un massif qui est plus facilement accessible, notamment en intersaison, la saison qui peut se rallonger, et puis la fraîcheur relative de cet espace-là d'altitude, quand dans la plaine, on peut avoir des températures qui sont très importantes. Pour les pistes d'adaptation, ce qu'on constate, c'est qu'elles sont pas très nombreuses pour les activités de neige. La concentration sur les zones praticables, donc c'est vrai que des accompagnateurs nous mentionnaient qu'ils n'allaient plus sur certains massifs parce qu'il y avait trop rarement de la neige, et par contre, ils allaient se concentrer davantage dans le cœur du massif du Sancy, ou plus en altitude. Et il y a sur les stations qui se sont orientées aussi sur de la neige artificielle pour maintenir cette activité dans des conditions, dans des relatives bonnes conditions. Pour les activités de plein air, là, on parle beaucoup de diversification, d'activités 4 saisons, voire même d'activités 4 jours. Vous connaissez un peu le climat du coin, donc ça peut être un jour on peut skier, le lendemain il fait mauvais, on fait autre chose, et puis le surlendemain, la neige a pas mal fondu, et donc on fait une autre activité qui sera plus de la randonnée pédestre, par exemple. Et donc finalement, les accompagnateurs et également les stations, ça leur fait énormément de boulot parce qu'il faut une grosse flexibilité par rapport aux conditions, et potentiellement des fois prévoir plusieurs programmes qui seront choisis s'il y a de la neige ou pas, si les conditions sont réunies ou pas. Donc maintenant, je vais aborder revenir un petit peu plus sur la réserve de Chastres-Sancy, sur ce que nous, on a retiré un petit peu de cette étude-là, après ce constat, et quelles ont été peut-être nos pistes d'adaptation. Donc pour reprendre, je vais repartir déjà aussi peut-être sur les missions d'une réserve naturelle et notamment sa définition. Donc c'est un espace naturel qui est protégé par rapport à son importance, que ce soit d'un point de vue national ou parfois régional, pour conserver des espèces ou des habitats qui sont menacés, pas forcément directement sur cet espace-là, mais qui peuvent être menacés ailleurs. Donc c'est pas forcément une réponse directe à des menaces directes sur le territoire, mais ça peut être parce que par ailleurs, cette espèce est rare. Et la réserve a 3 missions. Une mission de protection, donc de respect notamment de la réglementation qui va être mise en place pour protéger le patrimoine. Il y a des missions de gestion, donc de gérer notamment, là vous voyez des travaux sur les sentiers pour l'accès au massif et pour que la fréquentation n'impacte pas les milieux adjacents aux sentiers. Dans la gestion, il y a aussi tout ce qui est acquisition des connaissances, donc notamment les inventaires pour mieux connaître. Et puis, ça permet aussi de faire découvrir. Donc ça, c'est toutes les missions d'éducation à l'environnement, d'animation. Et parce qu'on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas, donc il faut aussi faire découvrir ces particularités en faune et en flore du massif. Donc la réserve de Chastres-Sancy, les raisons de son classement, elles sont au nombre de 3. C'est parce qu'il y a une faune et une flore remarquables, dont je vous ai pas mal parlé déjà, notamment ce qui est l'étage subalpin avec des espèces endémiques qu'on retrouve que sur ce massif-là, ou des sous-espèces endémiques qu'on retrouve que sur ce massif-là. On a l'importance de l'eau, on a beaucoup de cours d'eau, de zones de tourbières, de zones d'eau libre qui sont en altitude, qui sont particulièrement rares, des petites cascades, et donc voilà, l'eau est assez présente sur la réserve, et c'était une raison du classement. Et enfin, c'est la géologie unique, donc en étant un des rares stratovolcans en France, avec notamment le Cantal aussi pour la France métropolitaine, et donc une géologie, des sols très particuliers et des formations géologiques d'intérêt. Et donc, quand on reprend un petit peu ces 3 grandes raisons du classement, si on fait le bilan par rapport au changement climatique, je vous ai dit, la faune et la flore, c'est pas évident, il y aura des gagnants, il y aura des perdants, il y aura toujours des espèces à protéger, ça c'est indéniable. Pour l'eau, c'est vraiment des impacts très très importants, alors que la réserve et le Sancy est finalement l'ultra-tête de bassin versant de la Dordogne, donc il y a une responsabilité aussi sur la préservation de l'eau pour les territoires situés en aval. Et sur la géologie, c'est aussi un impact relativement neutre. J'ai eu des géologues qui m'ont dit on va peut-être perdre, par l'érosion, on va peut-être perdre certaines structures qui sont visibles actuellement, mais avec une augmentation de l'érosion sur d'autres zones, peut-être qu'on gagnera, on trouvera d'autres affleurements
qui seront d'intérêt. Donc, c'était des géologues qui se réjouissaient d'avoir de nouvelles zones à explorer peut-être dans le massif. Et puis, il faut se dire aussi que c'est l'histoire d'une montagne, hein, de s'éroder à nouveau. Donc ce diagnostic Nature-Adapt, finalement, nous, il nous a fait nous poser 2 questions à la réserve. C'était déjà, est-il possible d'adapter la gestion pour réduire les effets qu'on diagnostiquait, des effets directs ou indirects du changement climatique? Et puis finalement, est-ce que le changement climatique, il compromet ou pas les missions qui ont été données à cette réserve-là? Dans les grandes lignes, les réponses qu'on apporte à ça, c'est qu'effectivement, on constate qu'on a peu de prises pour réduire les effets directs du changement climatique. On ne pourra pas rehausser le Sancy, on ne pourra pas refroidir les crêtes. Et donc, c'est plutôt des efforts sur les effets indirects du changement climatique et sur les autres pressions qu'on peut avoir sur les milieux qu'on pourra agir. Ça nous a aussi donné à voir que c'est une protection d'une nature qui change qu'on doit mener. On doit être un petit peu les maîtres d'hôtes sur ce lieu et accueillir dans les meilleures conditions possibles la nature en général et potentiellement avoir une nature qui évolue de la façon la plus spontanée possible. Et donc, finalement, ce diagnostic renforce aussi l'intérêt de protéger ces espaces-là. C'est des espaces qui sont victimes des changements climatiques dans le sens où effectivement il y a des changements, ils sont vulnérables, on a des changements qui vont apparaître, mais c'est aussi des zones qui peuvent être d'intérêt pour le territoire, notamment à préserver et pour s'adapter au changement climatique. On parle des zones de tourbières par exemple pour le stockage de carbone, mais aussi pour le stockage de l'eau, c'est vraiment des éponges, elles peuvent restituer au territoire aussi l'eau quand il y a des manques. Et on a aussi cette notion de stockage dans les forêts ou dans les prairies. C'est aussi un réservoir de biodiversité et potentiellement, c'est ce réservoir-là qui peut aider le territoire à s'adapter. Pour vous rendre ça peut-être un petit peu plus concret sur le plan d'adaptation, nous, du coup, on a proposé un plan d'adaptation qui va s'inscrire après dans le plan de gestion de la réserve naturelle, le prochain plan qui est en cours de renouvellement, qui devrait paraître d'ici l'année prochaine. Et le plan de gestion, c'est le document réglementaire de la réserve. Donc, c'était important pour nous aussi que les actions du plan d'adaptation s'inscrivent après dans ce document réglementaire. Donc, on a des actions qui gravitent autour des points que je vous propose là. On a l'idée de sensibiliser, d'accompagner encore davantage peut-être les acteurs locaux. On leur ramène là des infos sur l'évolution des variables climatiques et c'est peut-être les accompagner dans des adaptations qui seront à bénéfice mutuel, que ce soit pour les milieux mais aussi pour leurs activités. Il s'agit aussi de favoriser potentiellement les dynamiques spontanées, d'aller vers plus de libre évolution. C'était déjà une philosophie que la réserve avait, mais fort du constat du changement climatique, c'est quelque chose qui est renforcé. L'idée aussi de surveiller, là, c'est une notion importante aussi pour la réserve, c'est le côté mosaïque de milieu et donc de surveiller que ça soit au sein de la réserve et à l'extérieur, une connectivité entre les milieux et qui permettent finalement, avec des corridors, le parc des volcans est porteur aussi d'un projet sur les trames vertes et bleues. Voilà, donc la réserve doit à la fois être constituée de différents milieux et à la fois doit permettre de relier les trames qui sont à l'extérieur de la réserve. Il y a la notion aussi de porter en local la voie des milieux naturels. Donc, comme je vous disais, ça renforce l'idée de protéger ces milieux et donc peut-être être plus présent dans certaines instances. Et aussi ce côté d'alerte sur le subalpin, parce qu'on a une responsabilité sur ces espèces-là et on se rend compte qu'elles vont être amenées à régresser, voire disparaître. La réserve de Chasserais-Sancy peut être un observatoire aussi de la disparition de ces espèces et en termes de documentation et en documentant vraiment quels sont les facteurs qui amènent à la disparition de ces espèces, ça pourrait aider peut-être d'autres espaces à conserver et à protéger peut-être ces espèces-là particulières. Et enfin, quelque chose qui aussi émerge, c'est tout simplement la réserve va se préparer à une évolution de sa charge de travail, parce que je vous parlais notamment de l'érosion, peut-être d'une augmentation de la fréquentation, c'est des choses qui ont des répercussions sur les missions d'entretien, de surveillance de la réserve. Et donc, voilà, la réserve, ça permet aussi de prendre conscience peut-être de ces évolutions-là. Pour conclure, je vais inviter Thierry à revenir prendre un peu la parole. Je lui ai demandé de vous faire un petit témoignage sur le pourquoi il s'est lancé dans cette démarche-là en tant que
en tant qu'acteur, en fait, acteur et professionnel du massif, pourquoi il s'est lancé dans cette démarche-là et qu'est-ce qu'il en retient? Voilà, donc j'interviens pour présenter un petit peu ces éléments au titre du personnel de la réserve. Donc on s'est lancé dans cette démarche il y a maintenant quasiment 3 ans. C'était pas forcément évident et spontané. Donc c'était surtout lié à des intuitions de l'impact sur la faune et la flore, basées sur les observations quotidiennes, courantes sur la réserve naturelle. Mais pas uniquement sur les impacts faune-flore, aussi sur les pratiques et les activités humaines. On soupçonnait, en discutant avec les agriculteurs en particulier ou avec les gestionnaires des domaines skiables, que les impacts allaient être assez importants à ces niveaux-là, quoi. Donc, au-delà de l'intuition, il nous semblait indispensable de réfléchir sur cette thématique-là et d'essayer le mieux possible d'anticiper. Voilà, et surtout de le faire non pas tout seul dans notre coin, avec un chargé de mission aussi intelligent soit-il, mais de le faire en lien avec les acteurs locaux et les différents pratiquants. Et voilà, donc 2 ans et demi après, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Déjà, d'une part, on est tous concernés, en fait, à la fois nous, gestionnaires de réserves naturelles, mais aussi tous les pratiquants et tous les usagers. Déjà, d'une part, par rapport à l'impact de nos activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, évidemment, aussi sur l'adaptation qu'il est nécessaire, quoi. Donc, on est vraiment tous concernés et là, pour le coup, on est tous ensemble. Et la deuxième chose qu'on retient, en fait, c'est que finalement, les impacts vont être considérables sur du moyen et long terme. Considérables sur les milieux naturels, la faune, la flore, mais sur les pratiques aussi. Je pense en particulier aux agriculteurs ou aux stations de ski, évidemment, quoi. Ce qu'on estime aussi, 2 ans après ces travaux, c'est que les pressions, les activités humaines risquent d'augmenter. Et ça, on tente de l'anticiper, mais ce n'est pas forcément évident. Mais donc, on s'attend vraiment à une augmentation des pressions sur l'espace de la réserve et du coup sur la nature, quoi. Ce qu'on retient aussi, c'est que les constats sont assez faciles à, à- à évaluer, assez faciles à identifier, mais les adaptations sont nettement moins faciles à trouver, ce qui nous procure une difficulté à anticiper. Et dans tous les cas, c'est pas l'objet de corps particuliers, mais c'est l'objet d'un travail collectif que de réfléchir à ces adaptations. Et nous concernant, nous plus particulièrement, en tant que gestionnaire d'espaces protégés, ça va nous amener à changer un peu notre fusil d'épaule et en particulier à changer de paradigme. Nous avions une vision peut-être un peu fixiste, on va dire, de la conservation du patrimoine naturel, d'espèces particulières avec une valeur patrimoniale forte. Force est de constater qu'avec ces changements climatiques, il va y avoir des évolutions, des changements, et finalement, notre rôle est peut-être plus de continuer à protéger le patrimoine naturel, évidemment, hein, ça, c'est pas remis en question, mais ce patrimoine naturel va changer, évidemment. Donc, notre rôle est peut-être plus de veiller à assurer la continuité des espaces naturels et à veiller à la conservation d'une nature qui change, patrimoine naturel inclus.